Bienvenue sur TV5 Monde pour ce nouveau kiosque, votre rendez-vous avec la presse francophone et internationale. Ensemble, nous allons donc décrypter quelques-uns des temps forts de l'actualité de cette semaine. Au sommaire, quand la Méditerranée devient tombeau, plus d'1 millier de migrants sont morts cette semaine en mer. La peur de mourir ne dissuade pas ces hommes, ces femmes, ces enfants qui quittent l'enfer de la guerre et de la misère. Alors quelles sont les solutions et l'Europe les cherche-t-elle vraiment ? En plus de son nom, elle a su se faire un prénom, Hillary Clinton, officiellement candidate à la candidature pour le bureau ovale. Après un président noir, les Américains sont-ils prêts à miser sur une femme ? Comment un droit peut devenir une contrainte ? En France, la question du vote obligatoire est à nouveau sur la table. Alors, pour ou contre, et surtout, comment ça se passe dans les pays où on l'applique déjà, ce vote obligatoire ? Alors, pour en parler, sur ce plateau, je vous présente nos kiosqueurs du jour. Tout d'abord, Alexandra Chaska, bien connue de nos téléspectateurs. Elle a sillonné la planète pour Radio-Canada. Aujourd'hui, elle fait chanter son accent québécois sur les ondes de RTL. Un Français chez les Belges, la politique européenne n'a aucun secret pour lui. Jean Quatremer, correspondant à Bruxelles, donc pour le quotidien Libération. Avec nous également dans Kiosque Thomas Cantaloub, aujourd'hui chef du service international du site d'info en ligne Mediapart. Il a longtemps été correspondant pour plusieurs médias aux États-Unis. Et enfin, Falila Gbadamassi, qui est journaliste à la rédaction du site Géopolis, chez nos partenaires de France Télévisions. Merci d'être avec nous. Alors pour entamer cette émission, un scandale, une tragédie, un insupportable, inacceptable spectacle auquel nous assistons impuissants. Comment la beauté peut-elle sauver le monde quand chaque jour, en Méditerranée, nous assistons à un massacre ? La douleur de tant d'hommes et de femmes que nous faisons semblant d'oublier. Mais que sont-ils devenus ? Le mystère demeure entier sur le sort de 400 migrants qui avaient tenté leur chance sur cette embarcation. J'ai compris simplement, en les regardant dans les yeux, la souffrance qu'ils ont dû endurer pour arriver ici chez nous. À travers tout ce désespoir, le souffle d'un nouveau-né qui a vu le jour en mer. Le bébé, la maman et le papa sont tous vivants et en assez bonne santé. Ils prient maintenant pour ne pas être renvoyés dans leur pays. Matteo Salvini, le jeune leader de la Ligue du Nord, surfe sur les événements. Il en a même détourné un slogan à l'origine festif, transformé en hymne de la ségrégation. Qui ne saute pas est un clandestin, il le fait crier à la foule. En raison du chaos régnant en Libye, des migrants, originaires en particulier de Syrie, s'efforcent de gagner l'Europe par tous les moyens. Jusqu'à 1 million de personnes pourraient débarquer en 2015 sur les côtes italiennes. Voilà, et donc réaction, on l'a vu, de Matteo Renzi, le président du Conseil italien, pour commenter ce nouveau drame qui s'est déroulé cette nuit au large des côtes libyennes. Il cite Dostoïevski, « La beauté peut-elle sauver le monde ?» 700 personnes donc auraient péri dans le naufrage de cette embarcation, une hécatombe jamais vue en Méditerranée, selon la porte-parole du HCR. Depuis plusieurs semaines déjà, donc les ONG montent au front. Cela fait des mois d'ailleurs qu'elles interpellent les autorités. Regardez ce panneau qui a été mis en ligne cette semaine par Amnesty International. C'est l'anniversaire du Titanic. En 2014, 3400 migrants morts en Méditerranée, l'équivalent de 2 Titanic. Alors on imagine que ce bilan va être largement dépassé pour cette année 2015. Je vous propose de regarder donc sur le site belge l'avenir.net cette affirmation sous forme d'accusation, l'Europe en spectatrice des naufrages. Les ONG, elles parlent même d'incurie de l'Europe. Jean Quatremer, vous qui défendez plutôt l'idée d'une Europe, elle est où l'Europe là aujourd'hui ? Mais ça c'est le réflexe habituel, c'est de toute façon quand quelque chose ne va pas, c'est l'Europe. Quand quelque chose va bien, ce sont les États. Donc bon, on est dans dans les figures imposées du patinage artistique. Rejeter chacun la faute, il ne se passe rien. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour empêcher des gens
qui franchissent une frontière extrêmement périlleuse, qui est la mer, c'est pas une frontière terrestre. Vous entendez parler de beaucoup de morts pour ceux qui franchissent la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, et ainsi de suite. Donc la mer, c'est dangereux, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les empêcher de partir? Donc la question, elle n'est pas là, ou les sauver. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, aucun pays au monde, quel qu'il soit, même si on se coordonne tous, on ne pourra sillonner la Méditerranée pour empêcher ces gens de traverser et éventuellement de se noyer. La question, c'est celle de 1. D'où viennent ces réfugiés? Qui a causé, justement, qu'est-ce qui cause exactement le départ de ces gens? 2, celle des passeurs et celle des États qui laissent faire, qui laissent partir ces bateaux de clandestins. Il y a plein de questions internationales parce que ce n'est pas l'Europe seule. L'Europe est au premier rang, mais il y a la question de la responsabilité. Les Syriens... La polémique, elle vient aussi de cette opération Mare Nostrum, qui était... oui. Gérée par l'Italie, mais qui coûtait quand même beaucoup d'argent à l'Italie et qui a été revue à la baisse avec cette opération Triton, qui est une mission de surveillance et pas de secours. Là, on en parle parce que effectivement, les chiffres sont absolument monstrueux, 700, 400 personnes, etc. Mais encore une fois, au large des côtes turques, entre la Turquie et la Grèce, vous avez des drames à peu près équivalents en permanence, dont on parle beaucoup moins. Là, c'est beaucoup plus spectaculaire. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire précisément? Le problème, c'est celui des pays de provenance de ces gens. On est comme dans une situation internationale où vous avez des gens qui, par exemple, qui proviennent de Syrie, d'Irak, de Libye. Et pourquoi partent-ils? Parce que c'est nous les Européens, nous les Occidentaux, qui avons été faire la guerre là-bas. Et il y a un certain nombre de pays qu'on n'entend pas. Les Australiens ont été se battre en Irak. Est-ce qu'on voit les Australiens accueillir des réfugiés syriens ou irakiens? Personne. Les Américains ont déclenché la guerre en Irak. Est-ce qu'ils accueillent des réfugiés de ces zones-là? Absolument pas. Les Britanniques ont été se battre dans ces régions. Est-ce que... Non. Donc, il y a le Liban qui accueille beaucoup de réfugiés. Il y a le Liban. Donc je crois que là, vraiment, la question qui doit se poser, c'est comment faire pour stabiliser ces régions? Quelle est notre responsabilité commune dans la déstabilisation de ces régions? Et qu'un certain nombre de pays qui sont responsables de ce qui s'est passé là-bas, peut-être assument aussi leur part du fardeau et viennent nous aider. Donc c'est bien de faire de l'Europe bashing, mais je crois qu'il faut réfléchir. C'est un problème de façon géostratégique, c'est un problème qui concerne absolument tout le monde et pas seulement les Européens, et encore moins seulement l'Italie, la France ou l'Allemagne. Alors il y a des propositions malgré tout qui sont faites au niveau européen et des coups de gueule aussi, on peut dire ça comme ça. Une tribune là, qui a attiré notre attention sur le site du Huffington Post, signée par 2 députées européennes du Parti écologiste, Eva Joly et Michel Rivasi. Combien de morts faudra-t-il pour que l'Union européenne mette en place une voie légale, sûre pour les réfugiés et demandeurs d'asile? Alexandra, je me tourne vers vous parce que vous avez, dans votre chronique sur RTL vendredi, abordé cette thématique, ce drame, et on n'avait pas encore ce nouveau naufrage de la nuit dernière avec, donc, vous le dites, des chiffres monstrueux, on n'a pas de mots. Vous aussi, vous dites qu'il faut prendre un peu de hauteur et pourquoi pas alors accorder des visas en bonne et due forme? Mais oui, tout à fait, parce que, bon, évidemment, c'est à plusieurs niveaux. C'est sûr qu'il faut agir au niveau des pays d'où les migrants partent. Il faut agir au niveau des passeurs. Je veux dire, aujourd'hui, François Hollande les a appelés des terroristes. En fait, je ne sais pas si c'est des terroristes, mais en tout cas, c'est odieux ce qui se passe. Des assassins, c'est sûr. Mais de l'autre côté, de combien d'immigrants parle-t-on? D'immigrants clandestins, c'est 300 000, 276 000 l'année dernière pour toute l'Europe. Combien le Liban accueille de réfugiés juste syriens? 1,2 million. La Turquie, 1,7 million. Alors, donc, voilà. Alors, l'Europe, 300 000. Arrêtons de parler de choses impossibles. Et si on donnait des visas, si on faisait un système de points, comme par exemple ça se fait en Australie ou au Canada, système de points, d'en faire des immigrants. Les immigrants clandestins syriens, pour la plupart, sont des gens instruits, c'est des médecins, j'en ai rencontré plusieurs d'ailleurs quand je suis allée 2 fois à Lampedusa, et ce sont souvent des gens instruits qui pourraient très bien entrer dans des systèmes de pointage et d'immigration légale. S'il y avait déjà cette possibilité-là, ça enlèverait beaucoup la poussée vers... voilà. On ne peut pas faire une conférence internationale, parce que les grands responsables de ce que nous vivons aujourd'hui sont les Américains. Et curieusement, ils sont absents. Et personne ne leur demande de compte. Donc faisons une conférence internationale et répartissons-nous la charge. Je ne vois pas ce que les Américains ont à voir là-dedans. Je ne vois pas la guerre en Syrie, la guerre en Libye. Les Américains n'ont pas compris. Non, mais la guerre en Libye, donc, ça c'est nous, ce sont les Européens. Mais la guerre en Irak, c'est nous. Et Daesh,
Daesh est un sous-produit de ce qui s'est passé en Irak. On le sait tous. Oui, mais la Syrie, voilà, c'est pour ça que je dis que les Américains sont responsables. Ouais, le plus grand nombre de ces réfugiés de la mer, c'est quand même beaucoup les Syriens. Et les Syriens, je veux dire, les Européens y étaient pour... Je voudrais poser une question. Ce sont les Syriens, et pas uniquement, il y a quand même des facteurs de pauvreté. Il y a toute l'Afrique subsaharienne qui monte aussi, qui arrive en Libye. Je pense que... C'est un autre problème, hein, d'accord. C'est les mêmes personnes qui meurent dans la Méditerranée. Hein. C'est pas uniquement des Syriens et des Libyens. Il y a une grosse partie de Syriens à l'heure actuelle. Mais effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec Alexandra. Par exemple, le nombre de demandeurs de visa en France a diminué en 2014 par rapport à 2013. On ne va pas m'expliquer qu'il y a moins de problèmes, qu'il y a moins de candidats à la migration. France, je pense qu'on met des barrières tout simplement aux demandes de visa déjà. Et effectivement, pour compléter vos chiffres, 3000 réfugiés syriens en France sont arrivés l'an dernier, par rapport à effectivement 1,6 million en Turquie, 1,2 million au Liban, 621 000 en Jordanie. C'est ridicule. Et cette attitude se retrouve de tout point de vue. On peut parler aussi, par exemple, là, on a beaucoup parlé ces derniers temps, des traducteurs afghans qui ont aidé, qui ont travaillé aux côtés des Français, des militaires français en Afghanistan. Ils ne sont pas accueillis en France. C'est des gens qui sont menacés. C'est des gens qui sont menacés de mort, qui risquent de mourir en Afghanistan, et on ne les accueille pas. Une question, les pays scandinaves les accueillent, les Britanniques les accueillent. Sur le droit d'asile qui a fait polémique cette semaine, sur cette réforme du droit d'asile, et puis la Cour des comptes qui a pointé du doigt justement le coût de cet accueil de l'asile donné à ces réfugiés en France. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas aussi... Évidemment, ça a un coût, mais totale hypocrisie autour de ce débat. Est-ce qu'on préfère laisser les gens mourir en Méditerranée ? Parce que je crois que tant que, effectivement, c'est une banalité de dire ça, mais tant qu'il y aura des inégalités nord-sud, il y aura des gens, des pays pauvres ou des pays en guerre qui voudront aller dans les pays riches où ils pensent qu'il y a du travail. Et ça n'arrêtera pas. Donc, c'est inacceptable. Moi, je sais les gens mourir comme ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue idéologique, on peut penser à une conférence internationale, etc. Mais quand on sait les montées quand on connaît la montée de l'extrême droite dans les pays européens, on voit très bien que c'est une question finalement de politique intérieure. C'est-à-dire que toute l'Europe est scandalisée de voir des milliers de personnes mourir aux abords de ses frontières, mais techniquement, d'un point de vue pratique, quand on regarde le budget de Mare Nostrum, c'était 3 fois celui accordé à Triton, je crois, qui est de 2,9 millions. Et on se dit, l'Italie toute seule a réussi à collecter 9 millions et les États européens n'arrivent pas à collecter plus de 2,9 millions. Ils ont sauvé 170 000 personnes. Ils ont sauvé de la mort. On aurait pu mettre en place quelque chose qui équivaut à ce que Mare Nostrum faisait. C'est un point de détail. Il y a plus de 20 pays dans l'Union européenne. Je pense que chacun peut apporter sa contribution. Et puis le problème aussi, c'est ces accords de Dublin qui dit justement que chacun gère ses réfugiés à ses frontières. Donc là, effectivement, c'est vrai qu'il faut appeler les États-Unis à la rescousse parce qu'effectivement, on a déstabilisé beaucoup de pays, le Mali, la Libye, l'Irak, et on se rend compte que a posteriori, on est en train de payer cela. Mais déjà, je pense qu'il y a des questions pratiques. Je voudrais vous faire rebondir sur ce que disait Jean tout à l'heure. Il y a aussi un problème, vous disiez, Jean, par rapport aux pays d'origine. Il y a les conflits, mais il y a aussi ces conflits en Afrique subsaharienne. Oui, c'est la question de l'aide au développement. Est-ce qu'elle a été efficace ? On sait qu'elle ne l'est pas. On n'a pas entendu les dirigeants africains s'exprimer sur ces événements. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a un silence de toute façon, pour dire quoi, qu'ils sont responsables de toutes les manières, parce qu'on sait très bien la marge on connaît très bien les proportions des populations, des jeunes qui ne trouvent pas de travail, qui sont au chômage et qui espèrent... il y a une question de gouvernance. Voilà, il y a une question de gouvernance, mais... Pour l'Afrique, c'est une question rhétorique, en fait. Ça se pose depuis des années. Et voilà. Ici, moi, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à ceux qui peuvent vraiment faire quelque chose. Mais je propose quand même qu'il faut qu'on distingue vraiment 2 questions. Il y a la question des réfugiés politiques, ceux qui fuient des zones de guerre, quelles sont la Syrie, l'Irak, la Libye, ça c'est vraiment des... Et les réfugiés économiques. Et les gens qui cherchent du travail chez nous sont quand même 2 questions différentes. Absolument. La question des visas que vous évoquiez tout à l'heure à juste titre, moi je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut réouvrir nos frontières. De toute façon, on a besoin, c'est clair et net, à terme, il faudra réouvrir largement les voies légales d'immigration. L'Allemagne aura besoin de 7 millions de travailleurs d'ici 10 ans. 7 millions. Moi je dis ça tranquillement, voilà, de ma chaise ici, comme journaliste, je crois qu'on est tous d'accord, mais je crois que la question, vous venez de
a soulevée. En France, il y a 25% des Français qui votent Front National. Et qu'un gouvernement qui dit je vais accorder l'année prochaine 10 000 visas ou 15 000 ou 100 000 visas de travail parce qu'on en a besoin, alors qu'il y a 10% de chômage, et que c'est parce qu'évidemment, ce ne sont pas exactement les mêmes, mais en France, Marine Le Pen, elle fait 45%. Donc encore une fois, tous nos pays, d'un point de vue de politique intérieure, sont coincés par une opinion publique qui est assise sur son tas d'or, qui a l'impression que ce tas d'or est en train petit à petit de se réduire sans comparaison avec ce qui se passe dans le reste du monde, et les gens ne veulent pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je crois que cette espèce de flou qu'on garde autour de ça, on est envahi, on les voit, les bateaux, plein de monde, et cette espèce de flou et d'envahissement, c'est ça qui fait monter le... Oui. Si on avait un discours clair de la part d'un gouvernement, depuis 1974, il n'y a pas d'immigrants en France, il n'y en a pas. Ben oui, il y en a. Mais ce sont officiellement, il n'y en a pas. Et alors, ils viennent clandestinement, c'est dangereux. Non, on dit, on donne tant de visas dans tel métier, dans tel domaine. À la canadienne. Et à la canadienne, un peu. Et c'est de plus en plus de pays en Europe L'Allemagne est en train d'étudier. Enfin, je ne veux pas dire que le système canadien est parfait, parce qu'il y a beaucoup de problèmes là aussi. Mais je pense que là, il y a une proposition. On ouvre et ça clarifie la question. On a besoin de soudeurs. Mais il y en a parmi ces immigrants des soudeurs. Bon, évidemment, c'est pas tous ceux qui sont sur des bateaux qui sont des soudeurs, mais déjà, ça va désengager cette voie qui est une voie de la mort. On peut aussi prendre l'exemple britannique. La Grande-Bretagne a connu une augmentation de l'immigration ces 2 dernières années. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plus 10% du nombre d'immigrés, beaucoup du continent indien. Et en même temps, la Grande-Bretagne est un des pays qui a la plus forte croissance ces dernières années. Bon, il y a plein de facteurs, mais en même temps, il y a une élection le 7 mai, enfin la semaine prochaine. Voilà, UKIP monte, mais son discours très anti-européen. C'est pas le British National Front, c'est pas comme le Front National ou la Ligue du Nord. C'est quand même très anti-européen. Il y a un facteur raciste et xénophobe, c'est évident. Ils veulent fermer l'accès aux soins, aux systèmes sociaux, etc. Bien sûr, mais il y a quand même une tolérance. Enfin, il y a un esprit en Grande-Bretagne qui a une tolérance plus grande. Et pourquoi est-ce qu'on retrouve des migrants à Calais aussi? C'est parce qu'ils veulent aller en Grande-Bretagne, ils sont mieux intégrés. Il faut dire que l'économie britannique va beaucoup mieux que l'économie française, mais ça s'en vient, Le président nous l'a dit aujourd'hui. C'est vrai, il l'a dit? Oui. C'est exprimé. On fait une bonne nouvelle. Sur l'information, je pense qu'il faudrait dire aux gens définitivement que plusieurs études le démontrent. L'immigration est plus profitable aux économies qu'elle ne... Mais ça c'est inaudible. On essaie de l'expliquer aux gens, pour les gens non, les étrangers. Chers amis kiosqueurs, je voudrais vous attirer votre attention justement sur, s'il est question aussi là de ce qu'on voit ces derniers jours, de dignité, d'humanité, de solidarité vis-à-vis de ces gens qui meurent en mer. On peut aussi être interpellé par un programme de télé-réalité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il est né en Australie en 2011 et ça s'appelle Go Back to Where You Come From. Donc retourne d'où tu viens. 6 candidats, donc des célébrités du pays, vivent pendant 3 semaines la vie de réfugiés. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Join these 6 prominent Australians on one of the most dangerous refugee journeys imaginable. Over the next 3 nights, their views will be deeply challenged. I shouldn't have to live like that. Tonight, their confronting journey begins. And they'll soon find themselves in 2 of the most dangerous cities on Earth. I feel so embarrassed to be an Australian. Voilà, alors entre ceux qui étaient au courant ou pas, on découvre donc cette version de sorte de vie ma vie de réfugiés qui a déjà fait un carton dans chaque pays où elle est diffusée. Une dizaine de pays au total, Pays-Bas, États-Unis, Allemagne, Suède, Israël et bientôt en Belgique sur une chaîne flamande et cela fait polémique. Je ne sais pas, qu'est-ce que votre première impression? Vous trouvez que c'est une bonne idée? Non, mais je la prends là, donc effectivement, je vais promets, je vais lire les journaux en Belgique. J'ai tout oublié ces dernières semaines. Non, écoutez, a priori, moi, la télé-réalité, c'est pas ma tasse de thé, mais si ça peut montrer aux gens que ces gens souffrent et qu'ils ne choisissent pas la voie de l'exil, que ce soit pour le travail ou pour fuir une zone de guerre, pour leur plaisir, parce qu'il faut quand même que les gens arrêtent. On ne change pas de pays facilement. Je veux dire que ne serait-ce que d'aller, moi, de Paris à Bruxelles, ça n'a pas été simple tous les jours. Ça paraît curieux, ça paraît curieux. Mais parce que toute sa famille
tous ses amis sont à 300 km et le Parisien, pour le faire bouger de 300 km, c'est pas rien. Donc vous imaginez quand votre famille est en Afrique subsaharienne, comment c'est facile d'aller vivre ailleurs. Effectivement, si ça peut changer les discours de personne n'émigre par plaisir, c'est des raisons économiques, et le côté voyeuriste que certains reprochent à ce genre de c'est quelque chose, quand on est reporter et qu'on voyage un peu à l'étranger, on s'en rend compte tout de suite. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas le choix ou qui cherchent une vie meilleure, c'est extrêmement humain. Et nous, on a une fausse image, ces discours véhiculés par les partis racistes ou xénophobes de gens qui viennent piquer le travail ou les droits sociaux. Non, c'est pas ça. Il suffit d'interroger tous les immigrés en France ou ailleurs, ils ne veulent qu'une chose, c'est retourner chez eux. D'ailleurs, leur pays leur manque. Cette idée de s'identifier et ce qui nous fait comprendre un peu mieux le problème, moi je dis toujours, vous savez combien de Français émigrent au Canada. Oui. Alors l'année dernière, bon, ils ne sont pas embarqués sur des bateaux de fortune, ils ne sont pas morts au fond de l'Atlantique, mais ils ont fait sauter nos serveurs à l'ambassade du Canada parce que pour 6 000 visas, il y a eu 60 000 candidatures et en quelques minutes, ils ont fait sauter les serveurs. Mais ces gens-là aussi vont chercher une vie meilleure, pas toujours de bon gré, mais parce qu'ils ne trouvent pas de boulot ici. Alors ils vont en Australie, ils vont au Canada, ils vont ailleurs. Et ces gens-là, on les comprend. Mais c'est la même chose. Et c'est difficile parce que moi j'ai vu le plateau de Montréal, par exemple, est peuplé de Français aujourd'hui. Et c'est terrible parce que quand vous parlez, on a l'impression d'être chez nous au Québec. Et les Français nous racontent comment ils commencent à se heurter au racisme des Québécois de naissance parce qu'ils considèrent qu'on vient de leur piquer leur travail, leur boulot, faire monter les loyers, etc. C'est très intéressant, un bon apprentissage. Falila, un dernier mot peut-être vous sur cette émission Non, je voulais juste dire que... ça vous choque ou ça vous... En fait, j'en avais déjà entendu parler, mais moi, de toute façon, la télé-réalité, en général, me choque toujours. Mais si ça peut avoir des vertus pédagogiques, pourquoi pas? Pourquoi pas? À suivre donc, voir si le projet se réalise en Belgique. Vous nous tiendrez au courant, Jean. Sur ce thème, un plan tu, signé cette semaine. On le regarde, voilà, encore un cimetière profané avec ce bateau de l'indifférence qui jette une couronne. On s'en fout. Voilà, autre sujet. À la une de ce kiosque, eh bien, c'est un destin hors du commun, celui d'Hillary Clinton. À 67 ans, elle veut être le champion dont rêvent les Américains. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead and stay ahead, because when families are strong, America is strong. Voilà, beaucoup de réactions en plateau à la vue de ce clip de campagne qui a fait le tour des réseaux sociaux. Donc c'est sans surprise et avec un CV déjà assez chargé, ex-première dame, ex-sénatrice, ex-secrétaire d'État et aujourd'hui sans mandat. Elle vient donc d'officialiser sa candidature via ce clip et aussi via Twitter, avec un tweet. Après avoir été battue par l'inconnu, entre guillemets, Obama il y a 8 ans, Madame Clinton récidive et tente sa chance. Est-ce que cette fois, ça y est, sur un blog du Devoir, Alexandra, on nous dit elle est fin prête pour défoncer le plafond de verre. Alors, une femme à la Maison-Blanche, est-ce qu'on peut y croire? Elle est fin prête, mais justement, c'est aussi son talon d'Achille, parce qu'elle transmet ce message. Ça m'est dû, ça lui est dû, c'est vrai. Elle a été femme de gouverneur d'Arkansas, elle a été la femme du président, elle a piloté une tentative de réforme du système de santé, d'assurance santé. Elle a été ensuite sénatrice, elle a été candidate déjà, donc elle a tout ce qu'il faut. Mais ça peut aussi être son talon d'Achille. Et d'ailleurs, ça a été souligné par plusieurs éditorialistes aux États-Unis en disant, bon, les dynasties, il y en a marre. Et Clinton, mais bon, elle a quand même des atouts. Elle a des atouts, par exemple, les années Clinton, on se souvient des années Clinton. C'était l'âge d'or, c'était le paradis. Alors évidemment, ça va l'aider. Et est-ce qu'elle va le devenir? Elle va probablement devenir la candidate démocrate cette fois-ci. Ça, c'est certain, presque sûr. Mais est-ce qu'elle va devenir présidente des États-Unis? C'est pas sûr du tout. Alors Thomas Cantalou, vous avez écrit plusieurs livres sur les États-Unis. Vous êtes plutôt pessimiste, vous, sur cette élection? Oui, parce que c'est tragique. On va se retrouver probablement avec Hillary Clinton, candidate des démocrates, et ça reste encore à voir, Jeb Bush, le frère et fils Il n'a pas encore officialisé sa candidature. Il n'a pas officialisé, mais bon, là, il semble que ça se dessine. Et ça voudra dire que même si Bush ne se plante pas, depuis 1980, il y aura toujours eu un Bush ou un Clinton candidat à la Maison-Blanche aux États-Unis.
Et en termes de renouvellement pour un pays qui a rompu avec la vieille Europe, les monarchies, les systèmes de cour et de noblesse, c'est pas de bon augure. Après, voilà, c'est aussi ce qui est devenu le système politique américain, qui est extrêmement basé sur la médiatisation, des choses comme ça. Et voilà, c'est des gens qui sont connus. On va exploser tous les plafonds financiers. Pourquoi ? Parce que Hillary Clinton, comme Jeb Bush ou l'autre, ils sont capables ils ont des années de réseaux, de connaissances pour lever des... je pense qu'on va... Je crois que c'était $1 milliard la dernière fois. Là, on va exploser ça. Hillary Clinton. Voilà, c'est ça. Ça va être... Parce que c'est des gens qui ont la notoriété déjà acquise, qui est compliqué dans un pays où comme il y a un renouvellement politique, mais là en fait ça nous montre qu'il y a de moins en moins de renouvellement politique et où les élections sont basées sur la capacité à engranger le plus d'argent possible. Et voilà, ce sont des gens, enfin la famille Bush est réputée pour avoir un carnet d'adresses monstrueux. Et Bill Clinton aussi. Et Bill Clinton aussi, voilà. Et sa vie post-présidentielle a été consacrée principalement à ça, à faire jouer des réseaux d'influence, des réseaux d'amitié, qui va verser pour sa femme, au crédit de sa femme. Et voilà, et c'est un côté un peu... 2008 avait été une espèce de bouffée d'air frais où survenait un candidat jeune, noir par ailleurs, progressiste, qui n'était pas uniquement quelqu'un de médiatique, quelqu'un qui avait du fond. Et là, on se retrouve 8 ans plus tard avec... Alors justement, on a vu dans ce clip, Hillary cherche un petit peu casser cette image un petit peu hautaine, d'arrogance que lui reprochent les éditorialistes américains parfois. Justement, dans le camp adverse, alors dans le camp républicain, on a sauté sur l'occasion. Elle est allée en voiture dans l'Iowa, elle fait du road show, en fait. Bon, ça c'est bien. Le clip est bien, c'est mieux qu'assis sur son canapé. Tout ce qu'elle a mangé avec. Mais n'oubliez jamais le mot d'esprit de Scott Fitzgerald, l'écrivain américain, qui disait « En Amérique, on n'a jamais une seconde chance ». Alors à suivre. Mais en tout cas, pour le camp républicain, je vous propose de regarder. On a fait évidemment un clip qui fait un petit peu peur. Hillary, c'est vraiment la menace pour l'Amérique. On regarde ça. What path will America take? Will it be a path to the past? A road to yesterday? To a place we've been to before? Hillary Clinton represents the worst of the Washington machine. The arrogance of power, corruption and cover-up, conflicts of interest, and failed leadership with tragic consequences. The Washington machine is destroying the American dream. Voilà, le système de Washington qui détruit le rêve américain. C'est très intéressant et on croit bien entendre un eurosceptique ou un europhobe français. C'est vraiment exactement le même discours. Washington toujours le mal, comme en Europe, c'est Bruxelles toujours le mal. Mais les républicains ont beaucoup surfé sur cette histoire de courrier quand elle utilisait sa messagerie personnelle. Il y a eu cette polémique autour de ces courriels. Qu'elle utilisait sa messagerie personnelle pour envoyer des documents officiels. Elle a détruit une partie de ses mails, en fait. Elle n'a pas rendu tous ses mails. Et aux États-Unis, 30 000 mails. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est très mal vécu parce que tout ça appartient normalement au public. Ça l'a vraiment joué contre elle. Elle a très mal défendu cette histoire. Elle a transmis seulement 30 000. D'abord, après avoir dit à son personnel qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser leur mail personnel, elle l'a même utilisé. Elle l'a transmis ensuite au Congrès que 30 000 de ces mails et 30 000 autres, elle les a détruits. Ça a été très mal perçu. Elle s'est très mal défendue. Elle a été vraiment... On a retrouvé la vieille Hillary qu'elle n'aurait pas voulu que l'Amérique retrouve. On s'appuie aussi sur son passé de secrétaire d'État, mais on lui reproche aussi côté républicain l'affaire de Benghazi, le consulat américain attaqué, et la mort de l'ambassadeur américain qui pèse lourd aussi dans cette campagne. Oui, là je pense que c'est une stratégie d'attaque des républicains sur quelque chose qui, à mon sens, et quand on examine tout ça, n'a pas vraiment de fondement. Bon, mais c'est un jeu partisan. Ce qui est plus gênant, c'est que on va dire les Clinton, parce qu'on n'a jamais Hillary sans Bill, jamais Bill sans Hillary. Les Clinton ont du bagage avec eux. Et c'est ça que leur reprochent beaucoup d'Américains, c'est que c'est une famille politique éminemment politicienne. Rien n'est jamais simple. Ils sont devenus des professionnels de couper les cheveux en quatre sur tout et n'importe quel sujet. On se rappelle que dans l'affaire Lewinsky, Bill Clinton avait fait une exégèse du mot « être », parce qu'il avait dit « je n'ai pas couché avec cette femme », il essaie d'expliquer comment il avait voulu dire autre chose. Et voilà, et c'est les Clinton. Et Hillary Clinton, avec ses affaires de courriel, c'est la même chose. Elle essaie de nous expliquer que c'était plus pratique de mettre ça sur un serveur privé qui appartenait à un de ses amis que d'utiliser, de ne pas avoir 2 téléphones, alors que dans une interview précédente, elle expliquait qu'elle avait un BlackBerry, un iPhone, 2 iPads en voyage. Enfin, voilà, c'est toujours de l'obfuscation. Rien n'est jamais simple avec les Clinton et tout est toujours manipulé
pour faire de la communication. On peut faire les mêmes critiques quand Jeb Bush rentrera en campagne, on pourra lui faire exactement les mêmes critiques. Ça va être plus difficile parce qu'il n'a pas été secrétaire d'État. Mais oui, aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des républicains qui détestent les Clinton, mais c'est complètement fou. Je veux dire, moi, j'ai vu circuler des mails sur les Clinton, des amis de ma mère, par exemple, qui sont républicains, excusez, mais qui envoyaient des preuves que les Clinton ont tué plein de monde. Et ça circule, que ce sont des assassins. En fait, il y a une haine. Et c'est pas ça qui est important, parce que les irréductibles républicains, les irréductibles démocrates de toute façon, les démocrates vont voter pour elle, les républicains voteront pas pour elle. Ce qui est important, c'est les swing voters, c'est toujours ça qui est en jeu. Et là, on dit l'Amérique est de plus en plus noire, elle est de plus en plus latino, et cette population-là risque de voter pour elle quand même beaucoup plus que pour un candidat. Vous êtes penché justement sur cette question du vote afro-américain qui évidemment avait voté pour Barack Obama, et encore, qu'est-ce qui va en être? Les spécialistes américains expliquent qu'elle doit le gagner, ce vote afro-américain, qui ne va pas lui revenir de façon naturelle, même si elle a le soutien du couple Obama. Et l'idée, c'est qu'il faudra que pendant sa campagne, elle ne se distance pas trop de la politique du bilan Obama pour ne pas s'aliéner définitivement cet électorat-là. Et puis le principal enjeu, Hillary Clinton a déjà commencé sa campagne, on sait très bien sa cible principale, ce sont les femmes, parce que les femmes, en général, les femmes notamment blanches, votent généralement à 50% pour les républicains. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un défaut qu'elle traîne depuis 2008, c'est-à-dire qu'elle n'a pas... Barack Obama avait fait le plein en 2008 sur les minorités, elle n'a jamais réussi à faire le plein sur les femmes, et Barack Obama a fait, lui, le plein, et chez les minorités, et chez les femmes. Il a même récupéré les jeunes femmes. Donc c'est vraiment un défi absolu pour ça. Et dans ce vote féminin, on sait très bien que les Afro-Américaines, généralement, ont des soucis avec les féministes caucasiennes, parce qu'elles disent que quand les féministes caucasiennes disent women, elles ne pensent pas à elles, en fait. Et Hillary Clinton est vraiment l'incarnation de la féministe caucasienne qui a complètement qui a réussi. Voilà, si c'est Jeb Bush qui est en face d'elle, elle va avoir du mal à avoir tout le vote latino, parce que Jeb Bush qui est allé dire que sa langue maternelle, c'était l'espagnol. Absolument. Il y avait Donc, c'est pas un électorat. Il y a aussi un côté romanesque et people dans cette annonce de campagne. On va regarder, notamment avec cette Hillary qui fait la une de Paris Match et Chelsea qui fait la une du Elle américain. Alors bon, en marque de luxe, ce qui crée un peu polémique, pour dire qu'on est proche des gens qui ne profitent pas de la reprise économique. Évidemment, ça fait un petit peu désordre. Là aussi, on est dans la campagne ultra médiatique. Jean, ça vous plaît ce genre de... Une de Paris Match, je donne vraiment envie de vomir tellement c'est rose bonbon, etc. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas d'après vous? En tous les cas, comme on votera pas, les publics français ne votera pas, je sais pas si ça fonctionne, mais en tous les cas, on voit bien, il y a un côté chez Hillary Clinton, cette espèce de volonté de jouer dans le camp de Merkel, c'est-à-dire Angela Merkel. Angela Merkel, la femme la plus puissante du monde, l'espèce de femme rassurante, solide, voilà. Une autre dame de fer, entre guillemets, après une certaine Maggie, mais bon. C'est une autre, oui, dans un autre genre, parce qu'elle n'a pas mis à bas le système social allemand aux dernières nouvelles. Je veux dire que Schröder a plus fait pour réformer l'Allemagne que Angela Merkel, qui ne fait que conserver les acquis de Schröder. C'est ça la réalité. Mais néanmoins, elle essaie de donner cette image rassurante. Je dirais que la une de Paris Match, de ce point de vue-là, alors c'était laissé, mais c'est raté parce que la couleur rose, je vois ça à l'écran, cette couleur rose. C'est la nouvelle Hillary, justement, parce qu'en 2008, elle s'était présentée comme quelqu'un d'extrêmement machiste. Elle voulait être commander-in-chief, donc il y avait un côté affirmatif, très dur. Elle a dit elle veut être champion. Et voilà. Non, pas championne. C'est le côté féminin, maternel. Elle fait son road trip en voiture, elle laisse parler les gens. Elle est grand-mère. L'autre jour, elle expliquait son rôle de grand-mère avec l'enfant de Chelsea. Donc c'est la nouvelle Hillary Clinton. Et c'est encore une fois, c'est les Clinton, on passe toujours d'un extrême à l'autre. C'est comme quand elle s'est présentée comme sénatrice de l'État de New York. Elle avait été très proche de Soua Arafat, la femme des Palestiniens. Quand elle s'est présentée à la candidature de New York, tout à coup, il n'y en avait que pour les juifs orthodoxes. Il y a toujours des balanciers. Et là, c'est le balancier entre Commander-in-Chief en 2008 et les mamans de tous les Américains aujourd'hui. Puisque vous connaissez très bien les États-Unis, je me suis toujours posé la question, dans House of Cards, le couple prend comme modèle les Clinton ou pas? Alors, pour rappeler les gens... Ils disent que non. Mais effectivement,
effectivement, il y a un House of Cards, c'est une série américaine qu'on peut suivre à la télévision, mais que peut-être on ne suit pas sur TV5 Monde en tout cas. Mais peut-être que certains de nos téléspectateurs. C'est incroyable, mais que fait la direction de TV5 Monde? On posera la question. En attendant, écoutez, pour parler encore d'Hillary, ce logo de campagne qui a fait le tour des réseaux et qui est même devenu, vous allez regarder ça, une police de caractère sur les réseaux sociaux. Voilà, on s'amuse beaucoup sur les réseaux. Voilà, le H de Hillary est devenu carrément un alphabet. Et puis un dessin, un dessin de Kroll pour finir. Kroll qui fait, vous savez, la une du soir, n'est-ce pas Jean, en Belgique. Le meilleur caricaturiste avec ses présidents américains du Mont Rushmore qui s'interrogent. Alors après un noir, une femme, mais où va-t-on? Répond ce cow-boy qui passait par là. Et n'oubliez jamais que les Américains détestent les favoris dans les élections. Non, mais justement, toute son équipe de campagne va faire en sorte qu'elle ne soit pas favorite. Voilà, qu'on n'ait pas l'impression que c'est la favorite. Écoutez, elle a engagé la responsable de la pub de Coca-Cola. Ça ne peut pas ne pas marcher. Et surtout la responsable des relations publiques de Michelle Obama aussi. Et ça aussi, oui. Elle s'est bien entourée. Je pense qu'elle a mis toutes les chances de son côté, mais c'est pas sûr que ça marche. Voilà. On en parlera puisque ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour 2016. Donc la route est longue avant d'arriver jusqu'à la Maison-Blanche. Pour le sujet suivant, justement, on va parler d'élections et les questions de citoyenneté, de liberté, de démocratie. Cette semaine en France, la réapparition d'une arlésienne ou alors d'un marronnier politique, 13 textes de loi proposés depuis 2000 pour faire du vote une obligation. Et c'est le président de l'Assemblée, le socialiste Claude Barthelone, qui s'y colle. En Australie, en Belgique en particulier, même dans des endroits où le vote est obligatoire et où il n'y a pas d'amende, l'instauration de cette obligation fait dépasser les 70% de participation à toutes les élections. Très contre le vote obligatoire qui est une supercherie assez démagogique. La culture française, c'est pas la culture de l'obligation pour un acte citoyen. Ça doit rester un acte volontaire. Donc moi, je n'aime pas cette idée d'obligation. C'est quelque chose qui est soutenu par des forces politiques très différentes. Ce n'est pas un sujet de gauche contre la droite, d'écologistes ou d'autres. Ça peut rassembler largement. Faisons-le, votons-le. Voilà, alors division, vous avez bien compris, aussi bien à gauche qu'à droite. Et pourtant, il faudrait rassembler, comme le dit cet élu écologiste. Et pourtant, selon un sondage cette semaine, ça a l'air de prouver que ça peut rassembler le vote obligatoire. La majorité des Français est pour, à 56%. Une majorité qui passerait même à 67% si cette réforme donc, du vote obligatoire s'accompagnait de la reconnaissance du vote blanc au même titre que les votes exprimés. Alors, la population est pour, dans la sphère politique, mais aussi dans la presse, il y a beaucoup de débats. Vote obligatoire, une contrainte nécessaire, ça c'est le site des Échos qui pose la question. Une illusion, selon l'édito dans le journal du Sud-Ouest. Dictature de la démocratie, nous dit un élu écologiste dans un blog sur Mediapart. Thomas Cantalou, j'ai envie de vous faire réagir. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu tout ça à la fois, le vote obligatoire? Si, il y a tout, mais après, effectivement, tout dépend des modalités du vote obligatoire, parce que je me penchais avant de venir sur la question. Il y a une trentaine de pays dans le monde qui pratiquent le vote obligatoire. Et en tête de la participation, on a l'Uruguay avec 97% vote obligatoire. Mais en queue de peloton, on a 39% avec la Thaïlande, vote obligatoire également. Donc il faut voir quelles sont les modalités d'application. Est-ce qu'en Australie, je crois que si on ne vote pas, on reçoit une lettre par la poste qui vous dit pourquoi n'avez-vous pas voté. On doit envoyer une réponse. Et ça peut être n'importe quoi. Effectivement, on est parti au surf ou on était malade. Toute réponse est à peu près valable. Et si jamais on n'envoie pas de réponse, on a une amende de $20. Donc ça doit correspondre à. On sait que François Hollande n'est pas vraiment très chaud. Donc voilà, je pense qu'après tout dépend des modalités d'application. Moi, je pense que c'est une fausse réponse à un problème qui est la question de la représentativité de nos élus aujourd'hui et de. Simplement la question de la manière dont on peut motiver les électeurs. Et puisqu'on parlait des États-Unis auparavant, ils ont de notoriété publique une très mauvaise participation. Mais en 2008, on a vu un bond de la participation à la présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'il y avait au moins un des deux candidats, en l'occurrence Barack Obama, qui dynamisait les gens. Aux dernières sénatoriales aux États-Unis, le taux de participation n'a pas dépassé 35%. Et pourtant, personne n'a dit que la démocratie américaine n'était pas légitime. Je fais référence à la participation aux élections européennes. Moi, je pense que la question du vote obligatoire, ça part d'une mauvaise analyse du vote du Front National, du score du Front National. C'est-à-dire, tout le monde se dit que si il y avait 90%
90% de participation, le Front National ne ferait pas entre 20 et 25% des voix. Je n'y crois absolument pas. Parce que autant en 2002, ça avait pu être une surprise, le vote Front National, enfin en tous les cas la qualification pour le second tour de Jean-Marie Le Pen. Autant c'est depuis les élections européennes, c'est annoncé par tout le monde. Donc mon analyse des choses, c'est que les Français qui ne se déplacent pas, qui ne vont pas voter et qui n'empêchent pas le Front National de dépasser 20-25%, l'approuvent. Et donc je ne crois pas une seconde qu'en les obligeant à aller voter, d'abord ils ne voteront pas Front National ou ils ne voteront pas blanc ou nul pour que le Front National fasse ces 20-25%. Je crois que toute la France est très confortable avec ce Front National qui pèse un quart des voix. Et ça pose problème, ça pose question à l'ensemble de notre démocratie. Donc répondre par des mesures de contrainte, mais c'est le meilleur moyen de faire le lit du Front National. Donc, le vote obligatoire, ça existe en Belgique. Ça existe en Belgique, absolument. Alors expliquez-nous, ça marche ou ça marche pas? Mais non, ça n'a pas empêché, par exemple, Vlaams Belang, qui est un parti fasciste, que tout le monde appelait fasciste, parce qu'en France, le Front National n'est pas un parti fasciste. C'est extraordinaire. En France, voilà, il est républicain, il est démocrate, il est sympathique. Il est dédiabolisé. Non, mais il est dédiabolisé. Parti de la République. Mais quand vous voyez, je sais, il s'est dit républicain lui-même, et lorsque vous voyez Marine Le Pen se faire interviewer dans tous les journaux télévisés, dans Le Monde, etc., je suis désolé, elle est dans le jeu républicain. Mais en Belgique, on n'a pas pris les choses de cette façon-là. C'est-à-dire que quand le Vlaams Belang a commencé à apparaître dans le champ politique, il y a eu ce qu'on appelle le cordon sanitaire. C'est-à-dire qu'ils ont été boycottés dans les médias. Il n'y a pas eu de débat politique, aucun, des partis démocratiques ne refusaient de débat. C'est tout le contraire de ce qui se passe actuellement tout en France. Le contraire. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le Vlaams Belang, eh bien, c'est 2 députés. Je veux dire, c'est rien. Ils ont disparu. Au sud du pays, ça a été, il y a eu une petite tentative d'implantation du Front National. Ça n'a pas fonctionné non plus. C'est pas le vote obligatoire. C'est simplement la réaction démocratique de la population d'une part et des partis politiques et des médias. Parce que moi, j'insiste en permanence sur notre responsabilité. Est-ce que cette mesure, ce n'est pas aussi réveiller le sens civique et l'éducation aussi des électeurs d'aujourd'hui et des futurs? Il y a une étude très intéressante qui a été faite au début des années 2000 à Fordham, Université Fordham, dans l'État de New York ou New Jersey, en tout cas sur la côte est américaine, qui démontre que dans les pays où il y a une trentaine de pays à travers le monde où le vote est obligatoire, que les gens ne sont pas du tout plus intéressés à la politique. Et alors, on les oblige à voter et ils ne sont pas plus intéressés. Donc, si c'est ça le but, éveiller le sens civique, intéresser les gens à la politique, on va manquer le but. Et les abstentionnistes australiens, eux, ne payent pas justement les amendes pour protester. Donc, c'est pas une bonne solution. Mais l'idée aussi, c'est de savoir comment on s'arrange pour que les gens... Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question de représentativité. Les gens ont l'impression aujourd'hui que quand ils votent, leur voix ne porte pas. Les jeunes, notamment, ne votent pas. Mais effectivement, quand ils voient la classe politique, on peut comprendre que ça leur donne pas envie. Et voilà, et que les élections, ils n'ont pas l'impression de faire avancer leur agenda personnel, le quotidien. Les Afro-Américains aussi ne votent pas parce qu'ils sont dans des situations difficiles. Alors, et donc, du coup... Il y a des propositions qui ont été faites pour intéresser, par exemple, les jeunes. Moi, je suis quand même épatée. J'ai vu des jeunes ici en France qui me disaient, jeunes de 30 ans, professionnels, qui me disent, moi, j'ai jamais voté. Je suis tombée des nues. Alors, par exemple, ça a été démontré que quelqu'un qui a voté pour la première fois, mettons à 18 ans, les gens sont un peu excités. Moi, je me souviens, mon fils était excité. Il faudrait rajeunir, oui. Mais alors, on leur donne, on souligne le fait qu'ils sont allés voter par, je sais pas, on remet un petit truc, un petit diplôme pour valoriser les premiers. Alors, apparemment que s'ils ont voté une première, une deuxième fois, après, les gens continuent à voter. Donc ça, déjà, c'est une mesure, je pense, plus intéressante et qui agit sur la psychologie des jeunes, de s'intéresser à la politique. Parce que finalement, pour aller voter, il faut aussi s'intéresser à la politique. Ça montre vraiment l'état de panique de la classe politique française. En Belgique, des bons candidats, on va voter. Oui, c'est ça. Je pense que quelqu'un qui a fait énormément de mal à la participation future, c'est François Hollande, puisqu'il a été élu sur un programme, une campagne où il avait dit des choses, et il fait... à peu près l'inverse. Il y avait une autre promesse, c'était le vote des étrangers. Voilà, mais le vote des étrangers, mon ennemi c'est la finance, tout ça. Et il a admis récemment, pas aujourd'hui dans son intervention, mais il y a quelque temps, en disant que ce qu'il avait, la campagne c'était fait pour gagner, et qu'après il gouvernait
ce dont ce qu'ils voulaient. L'abstentionnisme en France ne date pas de François Hollande. Non, mais ça fait extrêmement mal à des gens qui se sont déplacés et finalement on leur dit que leur voix ne compte pas, puisque finalement on fait en partie une autre politique que celle pour laquelle on a été élu. Attention, c'est pas seulement François Hollande, c'est vraiment le système politique français. Parce qu'en Allemagne, on a Mme Merkel qui était obligée de gouverner avec une coalition. Elle a pris plein de programmes, des éléments du programme du SPD. Et elle les a mis en route alors que ça ne faisait pas partie de ses promesses de campagne. Et elle est toujours populaire. La réaction en même temps des Français est totalement immature. Ça, c'est quand même que c'est fascinant. Parce que vous croyez vraiment sérieusement que le Front National va tenir ses promesses de campagne, va appliquer son programme de gauche radicale? Non, ni vous ni moi. Genre, les Français le savent. C'est le choix des électeurs. Moi, je l'assume. Parce que le Front comment National, les inciter à voter plus? Le Front National promet tout et n'importe quoi. Et c'est incroyable que les gens puissent croire que ce parti appliquera son programme. C'est le seul qui n'a pas été essayé, parce que la droite libérale a été déçue par Sarkozy, la gauche a été déçue par Hollande. Et donc, comment les inciter? Je crois véritablement là que c'est une question aussi, encore une fois, d'éducation, l'éducation à l'école, l'éducation par les médias qui doivent jouer leur rôle citoyen, et que nous avons, pas seulement nous, la presse écrite, mais aussi la télévision. On a oublié, on fait de la télé-réalité, on ne fait plus des journaux d'information. Comparer un journal d'information à la télévision allemande avec un journal d'information à la télévision française. Par exemple, vous avez 10 minutes à la télévision allemande sur les manifestations contre le traité transatlantique. Ça fait combien exactement de minutes dans les journaux français? Je crois qu'on n'a même pas parlé. Tout dépend des journaux. Oui, bien sûr. Non, mais je parle des grandes chaînes du service public, pas TV5 Monde. Je voulais juste dire que vu d'ailleurs, c'est vraiment, ça ressemblerait presque à un débat d'enfants gâtés de la démocratie, parce que ailleurs il y a des gens qui meurent, qui militent pour voter. Regardez au Nigeria ce qui s'est passé aux dernières élections. Tout le monde est allé voter. Quand les gens ont la possibilité de le faire et qu'ils pensent que ça peut changer leur existence, ils vont voter. Donc en fait, c'est la classe politique française qui essaie de se rassurer. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on devrait poser lors d'un référendum, parce que ça concerne, cette fois-ci, ça concerne directement le citoyen. Donc on a qu'à lui poser. Oui, faisons un référendum. Une démocratie directe à la Suisse. Alors, il n'y a pas de Suisse sur ce plateau aujourd'hui, mais on pourra leur poser la question dans de prochains kiosques. Alors, merci Falila pour cet état des lieux et ce bilan dernier. Surtout son plaidoyer. Voilà, plaidoyer pour le vote. Nous sommes des enfants gâtés, on l'oublie trop souvent. Dernier sujet dans Kiosque cette semaine, un anniversaire, si vous le voulez bien. Il y a un an, donc tout juste, disparaissaient 276 jeunes filles au Nigeria, enlevées par les islamistes de Boko Haram. Un an après, hormis celles qui avaient réussi à se sauver, les autres restent toujours à ce jour introuvables. C'est une honte. Ces jeunes filles devraient être à l'école. Au lieu de ça, elles sont détenues et cela fait 364 jours que personne ne fait rien. Voilà, alors une réaction, un coup de cœur, un cri de colère de cette chef de l'association donc de défense de ces jeunes filles. Où est passé l'incroyable élan de solidarité auquel on avait assisté il y a un an, aussi bien sur le net, avec, vous vous souvenez évidemment, ce réseau, ce slogan sur les réseaux, « Bring back our girls ». Alors, il y avait de nombreuses personnalités qui s'étaient prises en photo, ces fameux selfies avec ce panneau et ce slogan de Michelle Obama, en passant par David Cameron, en passant aussi par les stars de cinéma sur les marches du palais du Festival de Cannes. On est assez loin de cette mobilisation. Je ne sais pas, j'ai envie de vous faire réagir aujourd'hui. On a vu aussi cette image très symbolique cette semaine de l'Empire State Building qui s'est coloré de rouge en hommage à ces jeunes filles. Alors les chiffres d'Amnesty aujourd'hui, c'est que en fait en un an, il y a près de 2000 jeunes filles, fillettes qui ont été enlevées par Boko Haram. Falila, depuis le continent africain, votre réaction par rapport à cette... on a l'impression que le soufflet est retombé. Aujourd'hui, il ne faut pas les oublier. Tous les réseaux, surtout, si je devais parler que des réseaux sociaux, les gens se sont mobilisés de partout, du continent africain notamment. Il y a eu plusieurs opérations, dont moi-même j'ai fait partie de l'une d'elles. Et c'est vrai que tout le monde s'est mobilisé. Mais on voit bien la déclaration de Muhammadu Buhari, le nouveau président nigérien, a vraiment un peu... je sais pas, nous a un peu refroidi parce que pendant la campagne, il n'avait pas du tout le même discours, en fait. Il disait qu'il ferait tout pour lutter contre Boko Haram, qu'il essaierait, dans la mesure du possible, de retrouver ces jeunes filles. Mais surtout, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que pour une fois, on parlait d'ingérence tout à l'heure. Je pense que pour ces questions-là, il faudrait aider de façon massive les Nigérians.
peut-être que leur système, c'est vrai que c'est de l'ingérence dans une politique intérieure, dans leurs affaires intérieures, mais je pense que sur ça, c'est des questions d'intelligence, de la façon. Les Américains ont essayé, mais apparemment, ça n'a pas marché. Oui, les Américains ont essayé il y a un an, les Français aussi sont intervenus, mais ça n'a rien donné. Il faut voir que Boko Haram commence à reculer sous le coup des Africains eux-mêmes, parce que c'est une affaire africaine, pas une affaire occidentale. On voit les soldats tchadiens, effectivement, camerounais aussi, je crois, et nigériens aussi, qui interviennent sur place et qui me font remettre une raclée à Boko Haram. Parce que, encore une fois, qu'on se mobilise, nous, c'est très bien, mais c'est aussi une affaire, et surtout, avant tout, une affaire africaine. Et le Nigeria n'est pas un petit pays d'Afrique, c'est la plus grosse économie. Ils ont dépassé l'économie sud-africaine l'an dernier. Il y a deux Nigérias. Oui, il y a deux Nigérias, mais c'est quand même une puissance économique riche, moderne. Quand je parle d'aide, je parle d'aide au sens intelligence. Intelligence au sens information des services secrets, et pouvoir les localiser. Je ne parle pas d'aide financière, je parle de l'intelligence, au sens information pertinente pour permettre de les retrouver. Et je pense que ça, il y a quelque chose à faire, parce qu'avec tous les satellites, avec toutes les informations qu'on a, ça paraît étonnant. Surtout ce que ça... Moi, je trouve ça très intéressant, cette affaire d'enlèvement des femmes, parce que c'est comme avec Daesh. On voit que tous ces religieux dingues, je ne vais pas dire islamistes, parce que ça, je ne sais pas comment ils appelaient, enfin, ces dingues qui prennent la religion comme prétexte, ils ne sont pas en guerre seulement en réalité contre l'Occident, parce qu'ils font très peu de victimes occidentales, ils sont en guerre contre les femmes. Ce qui menace ces fous de Dieu, ce sont les femmes. Ça, on voit Daesh qui veut les réduire en esclavage, on voit Boko Haram, partout c'est la même chose. Et toutes les religions, quelles qu'elles soient dans l'histoire, les religions monothéistes, leur but c'était de soumettre les femmes. Et moi j'insiste sur cet aspect des choses-là. C'est-à-dire et c'est pour ça d'ailleurs, ils s'attaquent indirectement à l'Occident, parce que l'Occident, une des valeurs fondamentales de l'Occident, et surtout une des valeurs fondamentales de l'Europe, c'est l'égalité homme-femme. L'Europe est un continent phare en matière d'égalité homme-femme. C'est un continent phare. Et c'est pour ça que nous sommes aussi de leurs adversaires principaux. Qui veut réagir encore sur cette affaire des Nigériens? Je trouve ça très intéressant, l'intervention de Jean. Effectivement, c'est une constante. Et c'est aussi considéré comme secondaire par cet Occident où l'égalité homme-femme est un des principes, mais dans les faits, elle n'est pas toujours appliquée. Et je pense que dans la recherche de ces femmes-là, on voit encore... c'est grave, on en parle, mais c'est quand même secondaire quand il s'agit d'engager des forces, quand il s'agit de s'engager pour aller chercher ces fillettes qui vivent une horreur. Ne pas oublier, mais est-ce qu'il est possible aussi d'imaginer qu'on puisse les retrouver réellement un jour, Thomas? Écoutez, on n'a aucune idée. Ça se trouve, ils ont peut-être été tués, mariés, exfiltrés ailleurs. On n'en sait rien. Mais je pense qu'effectivement, il y a toute une bonne conscience à se focaliser sur ces jeunes filles, mais à juste raison aussi. Enfin, moi, je ne blâme pas ce slogan, Save Our Girls. Mais il ne faut jamais oublier qu'effectivement, enfin, ce dont parle Jean, cette guerre entre des dingues islamistes et contre le reste du monde, c'est un symptôme. La cause au Nigeria, et il y a un livre très bien qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle Le 10e parallèle, par une journaliste et je crois que c'est une politologue américaine, qui explique qu'à l'origine de ce conflit, c'est pas un conflit entre chrétiens et musulmans, c'est un conflit sur la terre. La désertification du Sahel qui descend, la perte des terres arables. C'est comme ça que ça commence il y a une quinzaine d'années, le conflit au Nigeria. Et c'est devenu après un conflit religieux, parce que la religion est un véhicule qui permet d'opposer les gens. Le gouvernement central est inefficace et lui-même divisé, parce que le gouvernement central du Nigeria est au sud, dans la partie chrétienne, alors qu'une grande partie de la population est dans le nord. Enfin, tout ça est très compliqué. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est avant tout un problème. Le Nigeria peut éventuellement faire appel pour des données satellites, des financements, de l'entraînement, mais c'est un problème qu'il doit résoudre lui-même, parmi sa classe politique, mais aussi avec son armée. Ils ont une armée d'une incompétence rare, corrompu, alors que c'est effectivement, on en revient, c'est un pays riche, c'est un pays qui a du pétrole, qui a des citoyens éduqués. Je vous interromps, on arrive à la fin de l'émission. Falila, Jean, Thomas, Alexandra, merci. On arrive au terme de cette émission. Ça passe très très vite, évidemment. Avec tout d'abord, il y avait quelques dessins de dilemme, comme on le fait chaque semaine ici pour conclure ce kiosque, avec retour sur ces épisodes tragiques en Méditerranée. 700 migrants morts en Méditerranée. Désolé, j'ai oublié mon maillot, dit ce garde-côte. Voilà comment Dilemme
suivi ces événements, des migrants chrétiens jetés à la mer. Idiot, cela fait 2000 ans qu'on n'a plus marché sur l'eau. Oui, c'était aussi notre épisode cette semaine avec des migrants musulmans qui auraient jeté des migrants chrétiens. Enfin voilà, à suivre évidemment dans les informations sur TV5 Monde. Hilary se présente à la Maison-Blanche comme stagiaire, dit Bill. La ferme, Bill. Voilà. Hilary, elle sait maintenant mettre au diapason son mari. Et puis le Patriot Act à la française, pays sous vidéosurveillance, avec ce Français tel qu'on le représente, dilemme avec son béret et sa baguette sous le bras. Encore un dessin, Jean-Marie Le Pen hospitalisé. Vous avez des antécédents dans votre famille, interroge ce docteur. Et puis enfin, dernier dessin, nous en parlerons sans doute dimanche prochain dans Kiosque. L'Afrique du Sud, oui, on l'a vu, a beaucoup changé. Avant, le racisme était strictement réservé aux Blancs, des événements interethniques qui frappent l'Afrique du Sud actuellement. Merci en tout cas d'avoir participé à ce kiosque. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Bonne suite de programmes sur TV5 Monde.